Donc, dans le roman Los Pasos Perdidos, publié en 1953 et traduit sous le nom Le partage des eaux, de Alejo Carpentier, le narrateur, un universitaire, part à la recherche d'instruments de musique des premières civilisations dans la forêt vierge du Venezuela. Il se retrouve dans une toute petite ville nouvellement fondée par celui qu'on nomme l'Adelantado. C'est un endroit qui ne figure pas sur les cartes, où cohabitent, voire s'hybrident la plupart du temps, les cultures des Indiens, des Métis et des Vénézuéliens qui le peuplent. Par exemple, à défaut de cloche, l'église de la communauté fait retentir une espèce de tambour aztèque. Ainsi, quand le narrateur arrive dans ce nouvel environnement, c'est un véritable choc spatio-temporel. Au milieu de la forêt vierge s'étend un espace de 200 mètres environ de côté, débroussaillé à coups de machette, où est disposée au bout de la grande place l'unique institution qui constitue la vie collective, soit la maison du gouvernement, entourée de petits potagers en plus d'élevage de porcs et de chèvres, sachant que le narrateur vient d'une ville européenne. Alors que le narrateur pense être tombé sur la ville d'Enoch, c'est lui qui utilise cette expression, ne voulant désormais qu'apprendre de simples métiers, toujours selon son expression, l'idylle va être de courte durée. Le personnage principal, toujours en marge des pratiques quotidiennes qui régissent le bon fonctionnement de la communauté, est en complet décalage avec ceux qui l'entourent. Tous ces objets de confort, toutes ces connaissances, tous ces a priori deviennent désuets. Ce qu'ils considèrent comme des modes de vie simples, évoluant au plus près de la nature, sont en réalité beaucoup plus complexes qu'ils n'y paraissent. Et pour le coup, le narrateur n'assimile pas que certains aspects de sa culture, comme l'écriture musicale, sont devenus dérisoires. J'espère qu'il n'y a pas de musiciens dans la salle, ils vont m'éclater. Ce sont donc deux espaces-temps distincts, deux chronotopes qui se côtoient alors même que pour le narrateur, l'un précède l'autre en termes de maîtrise des technologies de l'intellect. En ce sens, nous étudierons dans cette présentation comment leur incompatibilité brouille la linéarité passé-présent-futur, permettant la fréquentation de deux régimes d'historicité. Cette impossible cohésion des chronotopes, c'est ce que nous nommons l'anachronotopisme. Avant d'entamer une analyse du texte de Carpentier, nous définirons plus précisément cette notion. Donc, dans Esthétique et théorie du roman, Michael Bakhtin définit le concept de chronotope comme, je le cite, la corrélation essentielle des rapports spatio-temporels formant un tout intelligible et concret. Utilisé avant tout par le critique russe dans l'analyse des genres, le chronotope, toujours selon ces termes, établit aussi pour une grande part l'image de l'homme en littérature, image toujours essentiellement spatio-temporelle. Fin de la citation. En ce sens, le chronotope permet notamment de repenser un régime d'historicité en lui-même, puisqu'il est principalement une synthèse d'un espace-temps. Il met en lumière les éléments probants de l'acte de raconter impliqué dans le processus d'historisation, dont l'un des principaux est très certainement ce que pointe Bakhtin à travers la répétition de schémas diégétiques, et j'inclus là-dedans le système des personnages, la forme du récit, le déroulement des actions, le tout définissant un monde en soi. De ce fait, chez Bakhtin, le chronotope correspond à une séquence spatio-temporelle précise, laquelle ne peut s'assimiler à ce qui la précède ou suit historiquement, caractérisée donc par le fait d'être une construction of a particular fictional world, selon les termes de Bemong et Burghardt. Il y a littéralement un esprit de continuité. Je cite toujours Bakhtin. Fécondes au début, les formes des genres étaient consolidées par la tradition. Elles continuèrent à persister par la suite, obstinément, même après avoir perdu complètement toute signification véritablement productive et adéquate. D'où la coexistence dans la littérature de phénomènes profondément anachroniques, ce qui complique à l'extrême le processus historico-littéraire. Fin de la citation. Le chronotope bakhtinien doit ainsi évoluer au sein d'un régime d'historicité et se transformer avec ce dernier, précisément pour ne pas en être exclu par le biais d'une perpétuation qui le fige, se confondant à la longue en une anachronie. Nous sommes ici dans une sorte de survivance qui n'aurait plus sa place. Sortons maintenant le chronotope de son usage analytique des genres pour le considérer à un autre niveau, celui entre autres des personnages. Bakhtin lui-même affirme que les exemples qu'il donne dans son ouvrage Esthétique et théorie du roman sont, je le cite, de grands chronotopes fondamentaux qui se subdivisent en une quantité illimitée de chronotopes mineurs. Fin de la citation. Donc ceux-ci
selon lui, peuvent s'imbriquer l'un dans l'autre, coexister, s'entrelacer, se succéder, se juxtaposer, s'opposer ou se trouver dans des relations réciproques plus compliquées, parce que ces interrelations apparaissent comme dialogiques. Fin de la citation. Notre question est alors, qu'arrive-t-il lorsque des chronotopes mineurs n'entrent pas en dialogue, c'est-à-dire quand l'un n'existe pas pour faire progresser l'autre, rendant alors ce dernier anachronique? Quel est l'objectif de leur coexistence? Selon nous, c'est grâce à la cohabitation de chronotopes mineurs, dont l'un est anachronique, selon la définition que j'ai donnée précédemment, c'est-à-dire survivant d'une certaine tradition en décalage avec le présent régime d'historicité, que nous pouvons souligner les failles, les omissions, les oublis des mises en récit, lesquels sous-tendent justement des non-dits, des silences porteurs de signification, des représentations manquées, etc. C'est ce que nous appelons anachronotopisme. Il ne s'agit donc pas d'un simple retour en arrière ou d'une vieillotte survivance, mais plutôt d'une critique de l'historisation elle-même qui hiérarchise peut-être involontairement les espaces-temps dans son fonctionnement. D'ailleurs, pour François Hartog, le régime d'historicité, je le cite, touche à l'une des conditions de possibilité de la production des histoires. Selon les rapports respectifs du présent, du passé et du futur, certains types d'histoires sont possibles et d'autres non. Fin de la citation. En ce sens, ce que nous nommons anachronotopisme, c'est le côtoiement de deux régimes d'historicité, dont l'un est l'angle mort de l'autre. Pour soutenir cette hypothèse, notre perspective se base sur les travaux de Jack Goody à propos de la littératie. Bonjour les ethnocriticiens. Donc, dans la technologie de l'intellect, celui-ci s'insurge de la mésestimation de l'écriture par les socio-anthropologues dans les études sur l'évolution des modes de pensée et des pratiques. Je le cite. Même lorsque les auteurs se sont intéressés spécifiquement aux différences entre les sociétés, peuples, mentalités et autres, qu'il dit simples et avancées, ils ont omis d'examiner les implications de ce trait distinctif auquel on a pourtant si souvent recours pour définir les types de sociétés dont ils disent s'occuper, à savoir la présence ou l'absence de l'écriture. Fin de la citation. Chez Goody, il est donc question d'analyser les communautés en termes de complexité structurelle entraînée par l'usage ou non de l'écriture et des moyens techniques que cette dernière engendre. Il souligne que l'écriture permet avant tout, je le cite, de donner à la langue un corrélat matériel. Il poursuit, sous cette forme matérielle, la parole peut se transmettre dans l'espace et peut être conservée dans le temps, ce qui est dit et pensé peut désormais être mis à l'abri du caractère évanescent de la communication orale. Fin de la citation. Rien n'est défini de cette façon à distinguer un élément primitif d'un avancé, mais plutôt à préciser des différenciations qui existent à travers des modes d'organisation complètement autres, c'est-à-dire par le biais de potentialités littéraciennes divergentes, complémentaires ou carrément hybrides. Un chronotope réfléchi à partir des théories de Goody, c'est par conséquent un espace-temps caractérisé par des conditions particulières de pratique littéracienne. L'anachronotopisme réfléchi à partir des théories de Goody, c'est quand ces mêmes conditions particulières de pratique littéracienne ne coïncident pas avec le régime d'historicité dans lequel elles évoluent. Maintenant, nous pouvons analyser l'œuvre. Ça va? C'est le dernier. Donc, dans son article Los Pasos Perdidos Revisit, The Critique of Western Modernity and Search for Authenticity, Eugenia de Muro postule que le texte de Carpentier établit une dichotomie entre une culture dite occidentale et une culture latino-américaine. Elle précise, je la cite, que « The novel attributes distinct values to Western artists and intellectuals traditions and the authenticity of the people of Latin America ». Fin de la citation. Son analyse privilégie de ce fait une sorte de hiérarchisation culturelle. La communauté de la forêt serait au plus proche d'une forme originelle de vie en société, dans un environnement presque sauvage, alors que le narrateur universitaire incarnerait un monde où le rapport intellectuel à la nature s'est dissous, masqué par un excès de modernité. Or, il nous semble que la dualité n'est pas aussi marquée, voire carrément inexistante dans le roman de Carpentier. En effet, puisqu'il n'y a qu'une seule focalisation, celle du narrateur, le récit s'enferme facilement dans la perspective d'émerveillement de l'universitaire qui découvre littéralement un nouvel espace-temps. Cependant, Santa Monica de los Venados, c'est la ville qu'a fondée l'Adelantado, est une véritable construction sociale hybride, ni totalement ancrée dans la nature, ni totalement figée dans des structures institutionnelles complexes.
C'est, si nous pouvons le dire ainsi, la dernière invention du moment. Ce que ne comprend pas tout de suite le narrateur qui n'y voit que le décalage avec sa propre expérience du quotidien. Dans son article Escenificación de nuevas civilizaciones, nuevas identidades, repensar las Américas, il y en a plusieurs, Alfonso de Toro explique que l'hybridation est au cœur de la colonisation des Amériques. Elle caractérise en fait des modes de vie poreux, impossibles à classer dans des concepts déjà formulés. En ce sens, c'est ma traduction, ma vraie traduction littérale, la catégorie même de border ou frontière perd son sens de division pour signifier plutôt quelque chose de transversal, d'hybride, une catégorie, une stratégie servant à repenser le monde, la vie, le politique, l'économie et la culture comme des systèmes nomades. Fin de la citation traduite de Toro. À partir de réflexions similaires, Néstor García Campini, dans son ouvrage phare Culture hybride, définit l'hybridation comme, je le cite, des processus socioculturels dans lesquels des structures ou des pratiques discrètes qui existaient de façon séparée se combinent pour engendrer de nouvelles structures, de nouveaux objets et de nouvelles pratiques. Fin de la citation. Excusez, j'ai soif. Rien d'étonnant donc à analyser Los Pasos Perdidos comme un choc des espaces-temps, sachant que le lecteur n'a que le point de vue du narrateur qui clairement ne perçoit pas l'aspect novateur du village de Santa Mónica de los Venados, incarné donc par ce mélange des pratiques indiennes, européennes du quotidien, et le narrateur s'emprisonne par conséquent dans une anachronotopie. Je vais donner quelques exemples. D'abord, je prends le surnom du fondateur lui-même qui s'appelle l'Adelantado, qui signifie dans la langue à la fois précurseur, mais qui fait aussi référence au titre spécifique accordé par la couronne d'Espagne à un conquistador qui découvrait des terres dans les Amériques et en prenait possession. Nous sommes ainsi déjà linguistiquement dans un entre-deux balançant entre un passé correspondant à la tradition coloniale et un futur porté par le caractère unique de la formation de Santa Mónica de los Venados. Dans la description structurelle que je donnais en introduction du village, c'est-à-dire la disposition des maisons autour d'une place principale composée d'une future église, d'un immeuble dit administratif, nous retrouvons là cette ambivalence similaire qui situe l'espace-temps des habitants de Santa Mónica de los Venados. C'est long comme nom, franchement. Ni dans une nature sauvage, ni dans une modernité exacerbée, la jungle côtoie les champs et les potagers, mais aussi les enclos des élevages, lesquels longent les différentes rues, oui, des rues dans la jungle, séparant les quartiers. La ligne, symbole par excellence de la littératie, vous voyez où je m'enligne, est bien là, organisant, domestiquant ce petit coin de forêt. Impossible d'échapper aux lignes, nous dit Véronique Knocker. C'est une alignation, pour les 10 personnes dont c'est la directrice, c'est une alignation nécessaire qui donne aux choses une consistance visuelle ou abstraite. J'ai rien contre elle, je l'adore. Et comme de fait, je cite encore le texte, l'Adelantado trace le pourtour de la Grand Place, il construit la maison du gouvernement, il signe un procès-verbal et il l'enfouit sous une dalle à un endroit visible, il choisit un terrain pour le cimetière afin que la mort même rentre dans l'ordre. Fin de la citation. Ainsi naît une société hybride où si l'on se baigne nu dans une eau au fond de laquelle débouchent des sources glacées, on y trouve parallèlement sur une paroi de rocher des signes tracés à une grande hauteur par des artisans inconnus qui racontent l'histoire du déluge universel. Fin de la citation. Or, le narrateur réduit cette complexité à une méconnaissance qui a peu de conséquences sur le quotidien des habitants. Il exprime en ces termes. Ces Indiens que j'avais toujours vus à travers des récits plus ou moins fantaisistes, tels des êtres placés en marge de la vie, me paraissaient dans leur milieu parfaitement maîtres de leur culture. Rien ne leur était plus étranger que la conception du sauvage. Leur méconnaissance évidente des choses qui étaient pour moi essentielles et nécessaires était bien loin de leur donner un caractère primitif. À raison, ces Indiens, comme il dit, sont adaptés à ce qui les entoure puisqu'ils composent leur propre chronotope. Ils sont leur espace-temps, lequel ne précède pas en réalité celui du narrateur. C'est un système parallèle, bordé d'une forme de littératie tout autre, d'où l'évidence de son aspect non primitif. Alors qu'il assiste à une cérémonie d'enterrement,
le narrateur pense découvrir la naissance de la musique. Je le cite. « Le sorcier prend le cadavre à partie maintenant. Vocifère, frappe sur le sol de ses talons, dans une crise déchirante de fureur imprécatoire qui est déjà la vérité profonde de toute tragédie, tentative primordiale de lutte contre les puissances de destruction qui se mettent en travers du calcul des hommes. » Fin de la citation. Encore là, le narrateur n'observe pas la complexité du rite, lequel s'incarne par le personnage du sorcier, grande figure littératienne chez Goudi, qui a un chapitre complet, qui donne un sens au phénomène de mort grâce à ses mouvements corporels, à sa parole rythmée qui se termine en silence. C'est donc plutôt la perpétuation d'un ordonnancement, un retour à l'ordre nécessaire à la communauté réunie pour enterrer le cadavre. Il s'agit de tourner la page. Il nous semble en ce sens que l'arrivée du narrateur dans la jungle dévoile l'incapacité de ce dernier à s'adapter, persistante à reproduire ses schémas culturels au sein d'un environnement qui ne sait guère quoi en faire. L'aspect le plus probant est très certainement le recours à l'intertextualité, dont plusieurs travaux, même énormément de travaux, ont déjà souligné la profusion. Dans le texte, l'intertextualité fait intervenir nombre d'autres textes littéraires et philosophiques européens, l'Odyssée, dont l'Odyssée, Geneviève de Brabant, etc., et beaucoup de pièces musicales d'opéra connues, dont beaucoup de pièces allemandes. Cependant, nous aimerions avant tout revenir sur le mauvais usage de l'écriture engendré par le narrateur qui le fait évoluer de manière anachronotopique. Après les débuts idylliques de la vie dans le nouveau village, le narrateur en vient à vouloir composer une pièce musicale, inspirée qu'il est par son mode de vie complètement différent. Il cherche donc à se procurer du papier afin d'écrire ses partitions. L'adelantado lui passe un de ses cahiers, puis un autre et encore un autre, jusqu'à ce qu'il n'y en ait plus. Ces derniers, lui dit l'adelantado, servaient à consigner des procès-verbaux et des accords, à prendre des notes utiles et certainement pas à écrire de la musique. Fin de la citation. Le narrateur s'insurge alors que l'adelantado, et je le cite textuellement, ne connaissent en fait de musique que celle des harpistes, des joueurs de mandore et autres instruments à plectre qui perpétuent les traditions des musiciens du Moyen-Âge venus sur les premières caravelles. Ils n'ont nullement besoin de partition et ne savent même pas ce qu'est un papier réglé. Fin de la citation. Il tente pourtant de trouver des solutions à son problème de manque de papier en essayant d'écrire sur des tissus fibreux de palmier, sur des écorces, sur le cuir de chevreuil qui tapisse un coin de sa case. Chaque jour, je le cite, il resserre un peu plus ses signes avec des ruses de copiste pour tirer parti de chaque millimètre de papier. Il continue sans relâche à vouloir poursuivre sa composition malgré les contraintes liées à l'inexistence de l'électricité, le forçant au crépuscule à abandonner son travail. Mais aussi à la pluie qui tombe sans cesse, il y a des saisons de pluie, abîmant de ce fait le papier. Il exprime en ces termes, je le cite, « Le drame du manque de papier recommence. Puis vint l'idée du livre, le besoin de quelques livres. Et il insiste la page d'après, mais je ne puis rester sans papier ni encre, sans chose exprimée ou à exprimer au moyen du papier et de l'encre. » Fin de la citation. Le narrateur va donc repartir chez lui en promettant à sa nouvelle concubine du village de revenir. Jamais il ne reviendra à Santa Monica de los Venados parce qu'il ne retrouvera pas les marques tracées sur les troncs d'arbres qui y mènent. Il est définitivement exclu de ce chronotope. D'ailleurs, s'il avait arrêté d'inscrire les dates au début de chacun de ses récits lors de son séjour dans la jungle, il reprend cette habitude dès qu'il sort de la forêt. Trop tard, de retour parmi les siens, il se rend compte de son décalage avec les habitants du village, lui faisant dire de sa propre théorie du mimétisme magico-rythmique à propos de la musique de ces sociétés primitives, qu'elle est complètement absurde. En conclusion, nous avons montré, enfin j'espère, grâce au concept bakhtinien de chronotope, comment il était possible d'analyser l'évolution des régimes d'historicité à partir des changements des pratiques littéraciennes. L'anachronotopisme, que nous définissons comme le côtoiement de régimes d'historicité non dialectiques, permet de réfléchir aux conceptions figées que la mise en récit observe parfois comme posture. Cela met aussi en lumière les modes divers de participation des conditions littéraciennes en fonction notamment des espaces-temps particuliers qui peuvent exister. La ligne du temps historique est donc à bien des égards multiple et suggère plutôt d'innombrables subdivisions parallèles. Le narrateur de Los Pasos Perdidos incarne cette rigidité que peut prendre un régime d'historicité qui évolue par lui-même
sans autre référence finalement que lui-même, ne tenant pas compte des possibilités hybrides. En ce sens, et c'est la femme du narrateur qui le souligne, l'expérience de ce dernier, entre autres par le biais de sa brève histoire avec sa concubine de la jungle Rosario, ne se résume qu'à avoir fréquenté une Atala, la protagoniste du roman de Chateaubriand. C'est une simple expression réductrice pour la traiter de sauvage. Bref, le narrateur est prisonnier de son régime d'historicité dont les références culturelles tournent sur elles-mêmes, omettant ainsi que ces expériences varient selon leur inscription spatio-temporelle.